game de donjon, c'est tout. Bon, ben, on est finalement prêt à commencer. Pas encore? Ça Pas marche de pas? problème. Attends, j'essaie de le mettre en mode présentation. Ben, ça sera pas très long. Tu me fais signe quand t'es prêt. Nous, on est prêts, ça leur dit. Je pense que je dans l'autre. T'es sérieux? C'est ça qu'on appelle des problèmes techniques. Hey, on va faire ton entrevue en attendant. Le monde t'a vu toute la journée. C'est quoi ton nom? Je pense pas que le monde sont venus pour m'entendre parler. Mais là, c'est quoi ton nom? Pierre-Yves Tremblay. Qu'est-ce que tu fais au Wackfest? Ben, je suis là pour introduire et présenter les speakers. OK. Puis quand il arrive des trucs comme ça, qu'est-ce que tu fais en général? C'est quoi ta stratégie? Ben, j'essaie de vous divertir, vous autres, pour que vous soyez pas trop stressés dans Là, les tu vois, on circonstances fait du actuelles. divertissement comme ça, c'est très méta. Ouais, ça me semble correct, ça me semble correct. Mais bon, je pense que tu es présente au podcast ce soir, Ben oui. à 19h. 21h, j'espère? 21h, right? Bon, ben vous êtes plus au 21 courant que moi. Je me fie plus sur toi. Parfait. Avec pas. 21h, la French Connection. Fais pas trop souvent, pieds sur. C'est quoi qui fonctionne pas? Là? Tout. Tu je vais faire une présentation du ça. Ah, ça y est. Il manque juste le blue screen. Ben, on peut faire une game de donjon. Ce délai est bien involontaire de notre part. Est-ce qu'il est sponsorisé par quelqu'un? Pas encore. Ben, sûrement bien du monde là-bas. Là. On les nommera pas. Si tu hésites entre étendre et dupliquer ou. Moi, j'ai plus de vie privée avec ce micro-là, je peux pas chuchoter. Bouton Windows P. Mêlé au 3. Non, c'est... Non. Bon, On l'a? Non. on n'a pas, on n'a pas le mode de présentation. Moi, je meurs sans ça. Ouais, tu sais, t'as besoin des notes. Hein? Ben, je peux les pogner avec mon laptop. Ah, pendant qu'on a Ça va être ça. On va Ça va servir finalement. OK. J'imagine que tu vas le mettre ici. Je peux mettre ça sur le drapeau? Ouais, ou- ouais, absolument. C'est correct. Merci de votre patience. En passant, c'est vraiment très apprécié. Toujours des problèmes techniques dans pas mal de présentations. Nous autres, on les a tous eus. On a eu le son, on a eu l'image, on a eu PowerPoint. Je me rappelle plus le nom de mon père. Moi, je vais l'avoir. Là. De toute façon, il y a lui pour nous aider. C'est bon. On est prêt? Bon, ben super tout le monde. Merci pour votre patience. On sait que ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Alors, pour le début de cette présentation, je vous demande d'accueillir chaleureusement Gabriel Yonivero et Luc Lefebvre. Donc, merci tout le monde d'être là et de votre patience, c'est très apprécié. Là, vous allez trouver ça drôle, mais en fait, ironiquement, j'allais vous annoncer que, originalement, comme on a mis, ça fait quand même 3 ans qu'on est en pandémie, puis on est pas mal fatigué, puis moi, c'est ma première conférence depuis un bout, fait qu'on a loadé beaucoup de contenu dans la présentation, ce qui est vraiment cool pour un vendredi après-midi, vraiment, c'est vraiment le fun. Mais ça faisait en sorte qu'on voulait vous annoncer qu'on allait couper de moitié la période de questions, mais qu'on allait être disponible pour vous à l'extérieur de la salle après. Là, on part avec 10 minutes de retard, fait que c'est encore plus... pas de stress du tout sur le contenu. Non, on peut pas en tout. Et l'autre chose que je veux juste vous dire d'avance, là, il y a une slide à un moment donné, peut-être plus qu'une slide, là, peut-être... Juste une au moins, là. Ouais, où il y a du contenu, tu sais, des fois, il y a des vétérans là, dans le milieu de la communauté InfoSec. Il y a du contenu un peu plus violent, tu sais, parce qu'inévitablement, on parle d'un conflit, puis il y a beaucoup de vidéos en ligne sur des situations où il y a des soldats qui
qui meurt, Il ne littéralement. dure pas longtemps. Fait qu'on va vous avertir à l'avance. Si jamais il y a des gens avec des stress post-traumatiques ou quoi que ce soit, là, vous pourrez nous sortir de la salle pour pas avoir à vivre ce stress-là. Fait que juste pour vous avertir d'avance. Le segment est violent, mais il n'est pas graphique. Il n'y a pas d'effusion de sang ou quoi que ce soit, mais on va avertir quand même. C'est ça. Préfère mieux vous prévenir que guérir. Donc, on va commencer par se présenter. Gab, si tu veux te présenter. Oui, bon, ben moi, je suis l'avatar. En haut, là, Gabriel Yonivero. Un jour, on va adresser pourquoi on a ces avatars-là pour nous identifier. Je fais mon PhD actuellement en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Généralement, la bioéthique, c'est plus associé à la santé puis à l'éthique médicale. Moi, je prends ça vraiment champ gauche et j'étudie la guerre moderne. Donc, dans la dernière année, je suis allée pendant 6 mois en Ukraine où je suis allée étudier la mobilisation civile, la mobilisation citoyenne des Ukrainiens avec la everyday technology que nous, on utilise pour faire notre vie quotidienne, pour travailler, pour rester socialement. En Ukraine, ça a changé un petit peu de contexte. C'est devenu des outils de guerre. Donc, c'est ce que j'aborde en général dans mes recherches. Donc, il y a beaucoup de la présentation qui est basée sur mon expérience là-bas en Ukraine avec les Ukrainiens et à étudier ça. Super. Puis moi, dans le fond, Luc Lefebvre, professionnellement, ce que je fais dans la vie, je suis en sécurité de l'information. J'ai un angle plus gouvernance. Donc, je suis CISO. Je suis beaucoup moins technique que beaucoup d'entre vous ici. Fait que si jamais vous dites il n'y a pas l'air d'un gars technique, vous avez raison. J'ai été plus technique quand j'étais jeune, comme pas mal de monde dans la communauté aussi. Là. On hackait des gens en ligne. Je fais plus ça, je vous jure. Et donc, CISO présentement aussi, j'ai cofondé un organisme qui s'appelle Crypto Québec, qui fait la promotion des meilleures pratiques en sécurité de l'information. J'ai cofondé aussi un autre organisme qui s'appelait Québec Leaks, il y a une douzaine d'années, qui est un genre de site de leaks québécois, finalement. Puis, j'ai cofondé aussi, vous allez le voir, là, il y a toujours un angle politique à ce que je fais. Donc, j'ai cofondé aussi Option nationale, qui est un parti politique. Je ne suis plus dans Option nationale, là, maintenant. Ils ont joint Québec solidaire. Mais juste pour que vous compreniez un peu la bébite que je suis, j'ai aussi un petit background politique. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de, justement, la mobilisation en lien des TI, en soutien à la guerre en Ukraine. Fait que l'objectif aujourd'hui, c'est de vous raconter une histoire. La première des choses, c'est qu'on va vous raconter pourquoi il y a eu soudainement un intérêt pour l'Ukraine. Dans le fond, parce que on a entendu parler, il y a d'autres conflits qui ont eu lieu qu'on n'a pas entendu parler, puis pourquoi l'Ukraine, soudainement, on en entend parler. Fait qu'on va commencer avec pourquoi il y a eu une si grosse mobilisation en faveur de l'Ukraine. Ensuite, on va vous parler une fois qu'il y a eu la mobilisation, comment la mobilisation s'est organisée pour pouvoir soutenir l'Ukraine dans son conflit. Ensuite, la guerre d'information. Fait qu'on va vous parler de renseignements, de sources ouvertes. On va parler de comment les gens les groupes qui soutiennent l'Ukraine vont communiquer en ligne. Puis finalement, on va vous parler sur comment ces efforts-là soutiennent l'Ukraine concrètement sur le terrain. Fait que c'est pas juste en ligne, c'est pas juste des trolls qui s'attaquent puis des socs popettes qui s'attaquent en s'insultant. Ça a vraiment une utilité pour l'Ukraine sur le terrain. Fait qu'on va pouvoir en parler. Puis d'ailleurs, Gabriel est allé là-bas sur le terrain. Fait qu'on va pouvoir parler aussi de son expérience au niveau des drones. Fait que juste pour que vous compreniez, on ne va pas passer au travers de ça. Là, vous vous dites, mon Dieu, il y a du stock en ciboire sur cette diapo-là. On ne va pas le regarder au complet. L'objectif, c'est vraiment juste pour que vous compreniez qu'est-ce qui a mené au conflit en Ukraine, puis pourquoi il y a eu une nécessité de créer une aussi grosse mobilisation. Foncièrement, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que depuis déjà au moins 25 ans, il y a des conflits qui arrivent dans le monde entre principalement deux pôles, les démocraties puis les autocraties, ou l'Occident puis l'Orient, mais bon, c'est un peu plus mêlé. Là. Mais il y a des conflits qui arrivent dans le monde entre les autocraties et les démocraties. Puis les démocraties, à travers le temps notamment, depuis une vingtaine d'années, ils ne faisaient pas grand-chose. Ils ne réagissaient pas, ils étaient conciliants, ils ne réagissaient pas beaucoup. Puis là, vous le voyez, là, à travers plusieurs conflits, dans le fond, j'en parle, il y a eu la guerre en Tchétchénie, il y a eu la guerre en Géorgie avant l'Ukraine. Fait que Tchétchénie 99, Géorgie en 2008. L'OTAN ne réagissait pas. Il y a eu ensuite l'invasion de la Crimée, le Donbass en 2014. Puis l'OTAN ne réagissait pas. Fait inévitablement, l'Ukraine s'est dit il faut qu'on fasse de quoi pour motiver le monde, parce que sinon, l'OTAN va manquer le bateau, puis on va se faire oublier. T'sais. Je vous parle en bas justement de. Ah là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a mon truc de son, mais ça parle de genre est-ce que l'invasion de la Taïwan va avoir lieu d'ici 2025? C'est une des dates qui est sortie. On pense que ça va prendre un être avant. Puis ensuite, est-ce que l'annexation de la Biélorussie va se faire aussi d'ici 2030? C'est une date qui court. C'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce qui a mené à cette énorme mobilisation-là. Puis pour soutenir, qu'est-ce que je vous dis, dans le fond, là, vous pouvez le voir, là, je vais vous pitcher plein d'articles pour soutenir, dans le fond, soit faire le storytelling, vous raconter une histoire, ou surtout pour que, dans le fond, c'est une méthode qu'ils utilisent beaucoup dans la communauté de renseignements en source ouverte. Ils vont te pitcher plein d'articles pour que tu essaies de comprendre un sujet. Fait que vous allez voir passer plein de trucs. C'est vraiment pour vous donner la trame de où on s'en va avec notre présentation, fondamentalement. Fait que là, si vous comprenez que depuis un certain temps, l'OTAN, là, je vous expliquais, il traîne la patte. Trump qui a travaillé activement à désintégrer l'OTAN.
foncièrement, ils disaient que ça valait rien, ils payaient trop cher et compagnie. Fait qu'inévitablement, l'Ukraine, eux, quand le conflit est arrivé, ils se sont dit, ben là, on ne peut pas faire confiance à l'Occident pour venir nous aider, ça va être nous qui va devoir mobiliser, c'est nous qui va devoir faire un effort au niveau de la guerre pour aller chercher les gens. Donc, vous voyez aussi Hong Kong, là, quand ils se sont fait la reprise de Hong Kong, ultimement, par la Chine. Bon, là, il n'y a pas de son, fait que... Attendez, je vais voir si je clique dessus. Ça, c'est ce qui a tout changé en passant. Au début de l'invasion en Ukraine, en fin février 2022, tout le monde s'attendait à ce que le président Zelensky, le soir de la première attaque, ait quitté Kiev pour se rendre soit à Lviv, ou qu'il ait quitté complètement pour aller dans un autre pays. Mais fondamentalement, ce qu'il a fait, il est resté là, à la capitale, puis après ça, il a fait une vidéo avec tout le staff, puis il a dit on est là, puis nous autres, on est là pour se battre jusqu'au bout. Puis c'est ça qui a démarré vraiment la mobilisation. Là. Ah, ça marche même pas là-dessus. Bon. On va laisser tomber pour le son. Dommage. Je vous invite à le voir, c'est quand même très motivant. Puis c'est vraiment, il y a eu vraiment là, un énorme effort de leadership qui a amené toute la mobilisation en faveur de l'Ukraine. Puis il aurait sorti d'ailleurs, il dit j'ai pas besoin que vous me donniez un livre pour sortir d'ici, j'ai besoin que vous me donniez des balles. Iconique. Et fait que là, ça a comme motivé les Américains surtout. T'sais. Alors oui, les balles, on va t'en donner. Donc, tu sais, il y a eu un gros effort de mobilisation. Le président Zelensky, dès le début du conflit, il a fait un appel aux volontaires étrangers. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis pour aller combattre en Ukraine. Dans les... c'est quoi? C'est la Légion... pas la géorgienne, c'est... C'est la Légion Foreigner. Ouais, Foreign Legion. J'ai oublié leur nom. Ça fait partie de la défense territoriale. Mon dad brain vient de kick in. Mais ouais, fait que c'est ça. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis là-bas. Puis ça a fonctionné. Écoutez, ils ont vraiment mobilisé au moins, on pense 20 à 30 000 au moins volontaires étrangers, peut-être plus, pour soutenir l'armée. Ensuite, il y a une mobilisation. Puis là, on arrive dans le noyau du sujet. Il y a une mobilisation au niveau des TI puis en ligne. Fait que l'Ukraine a lancé une grosse mobilisation en ligne pour aller chercher ce qu'eux autres appellent le IT Army. Donc, ils se sont dit, si on va aller chercher l'Occident puis on va aller chercher l'OTAN, on ne pourra pas juste se concentrer à utiliser des canaux qui sont généralement orientés vers l'Europe de l'Est, c'est-à-dire genre Telegram et compagnie. On doit aller parler là où l'Occident en parle. Fait que, ils sont allés sur Reddit, ils sont allés sur les différents réseaux sociaux que les gens de l'Occident utilisaient plus. Fait qu'ils ont vraiment commencé à aller sur Reddit. Ils expliquent si tu veux nous aider, voici comment tu peux nous aider. Sur ce protocole-là, c'est quand même très spécifique. Le but, c'est de vêter les gens pour s'assurer qu'ils ne sont pas des agents étrangers. Puis en même temps, il y a eu d'autres groupes de gens qui ont commencé à aller chercher, mobiliser des gens en ligne pour aller chercher des ressources. Ici, notamment, ce que vous voyez là, c'est un post qui a été fait pour aller chercher des gens pour Engineers for Ukraine. Engineers for Ukraine, c'est une organisation, en fait, qui sont principalement des ingénieurs militaires qui veulent vouloir aider l'Ukraine, qui ne sont pas ukrainiens, qui viennent d'une autre armée étrangère, mais qui veulent aider à participer à des projets technologiques. Je vais vous donner un exemple. Il y a un projet récemment que j'ai entendu parler à travers un de mes amis qui est vétéran. C'était d'utiliser des drones pour faire la détection de mines, ce qui est quand même très compliqué, en fait, fondamentalement. C'est ce que lui me racontait, parce qu'il est également des mineurs. Puis, on va voir où ça va s'en aller. Il y avait un autre projet également, c'était d'utiliser des drones ou un système similaire pour combattre les drones, parce que ce qui tue le plus les tanks ukrainiens en ce moment en Ukraine, c'est des drones suicides. Là. Donc, en ce moment, il n'y a pas vraiment de système qui a été développé pour se protéger contre ça. Fait que c'est vraiment des volontaires en ligne qui vont soutenir pour développer ces systèmes-là. Puis là, finalement, juste pour vous présenter aussi, il y a un système qui s'appelle le RPS 7 INUL qui a été développé par un collectif, c'est des business, c'est des volontaires en ligne, c'est des gens des anciens militaires qui se sont dit on va développer un radar pour détecter les avions furtifs russes. Puis en se mettant ensemble et compagnie, ils ont été capables de développer une technologie pour y arriver. Ils ont rencontré les représentants du gouvernement ukrainien, puis finalement, ça fonctionnait bien. Ils se sont dit on est capable de toutes les voir toute la journée. Fait qu'ils ont commencé la production, puis ils ont commencé à la rajouter dans l'armée ukrainienne. Je pense que c'est à toi, là. Oui, c'est juste que ça, c'est pas supposé jouer. Oui, c'est ça, il y avait un bug avec, il y avait un bug avec mon truc. C'est pas trop grave. De toute façon, on n'a même pas de son, fait que c'est pas un problème. La raison pour laquelle on s'est dit que ça fitait dans le Hackfest, cette présentation-là, c'est parce que le secteur IT en Ukraine est extrêmement sollicité dans l'effort de guerre. Il est très, très présent. Puis, on s'est même dit un petit peu ironiquement tantôt, si quelque chose de similaire arrivait ici, tout ce que moi j'ai observé là-bas, tout ce qu'on voit, ce serait probablement essentiellement vous. Vous seriez ces gens-là en Ukraine qui sont mobilisés pour amener leur savoir, puis leur temps, puis leurs ressources pour donner un coup de main à leur nation qui est en train d'être sous attaque par le voisin. Donc, le secteur IT en Ukraine, il est extrêmement surreprésenté dans l'effort citoyen. Pour quelques raisons assez intéressantes, c'est que, bon, le secteur IT d'Ukraine, il est très, très compétent. Il est souvent embauché par des firmes qui sont aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord en général.
Parce que ça coûte un peu moins cher d'embaucher des Ukrainiens, mais l'Ukrainien qui reste en Ukraine et qui travaille remote pour une entreprise qui est aux États-Unis ou à la Silicon Valley, son salaire est très élevé. C'est des riches total, les gens qui sont en IT et qui travaillent foreign depuis l'Ukraine. Donc, ils travaillent sur un autre fuseau horaire. Donc, pendant la journée, ils font beaucoup de volontariat. Et leur gros salaire, qui représente beaucoup d'argent en Ukraine, ils s'en servent beaucoup pour eux-mêmes acheter des drones, acheter des radios, aider leurs amis sur le front line. Donc, la surreprésentation du secteur IT de l'Ukraine, il est très, très, très visible. Ça prend 2 secondes. Tous les gens que je rencontre, c'est des gens de votre âge avec le même background que vous, mais ils se servent de leurs connaissances autrement avec une day job qui est en fait leur night job à cause du décalage horaire. Puis, dans la journée, ben, ils donnent un coup de main. Ils achètent des choses ou encore ils vont donner du temps littéralement pour, par exemple, faire de la programmation ou être dans la IT Army. La IT Army, ça a été formé par Mikhailo Fedorov, qui est en février 2022, je pense 2 jours après le début de l'invasion. Donc, c'est le ministre de la Transformation numérique, puis il a lancé un appel aux armes sur Twitter. C'est comme si Éric Kerr lançait un appel aux armes ici, c'est le même poste. Je ne sais pas si vous répondriez à Éric Kerr autant qu'ils ont répondu à Mikhailo Fedorov, mais c'est l'équivalent. Ça dépend c'est qui l'adversaire, mettons. On se le demandait tantôt pour la Foreign Army, c'est 200 000 volontaires en 1 an que la IT Army a réussi à avoir, et ça vise à rassembler des talents numériques pour lutter sur le front cybernétique. C'est organisé via Telegram, que vous connaissez probablement déjà, je ne prendrai pas le temps de vous l'expliquer, sinon venez me voir après, on va vous faire un cours. Puis les tâches opérationnelles puis la coordination pour la IT Army sont fournies sur le channel Telegram. Donc, c'est pour, par exemple, faire la désactivation de sites web, des attaques DDoS, diffusion de messages pro-ukrainiens, puis le piratage d'infrastructures pour diffuser des messages du président ukrainien en Russie, par exemple. Il y a des actions activistes aussi, donc l'utilisation, par exemple, de la reconnaissance faciale des médias sociaux pour identifier et notifier les familles des soldats russes qui sont décédés, parce que la Russie ne communique pas ces informations-là aux familles. Il y a beaucoup d'inconnus, donc il y a même des bonnes actions que l'Ukraine fait envers la Russie puis les citoyens qui subissent un peu le régime là-bas. Puis il y a Clearview AI, en fait, qui opère en Ukraine pour cette fonction-là. Donc, eux autres, ils se font bannir à beaucoup de places à cause de leur gestion des données puis de l'acquisition des données. Mais en Ukraine, ils se sont trouvés un terreau très, très fertile et ils sont présents là-bas pour ça. Même que l'Ukraine utilise... là, on n'en parle pas aujourd'hui, mais l'Ukraine fait aussi beaucoup de propagande auprès des Russes en tant que tels, des soldats russes, pour essayer de les rallier à leur cause. Fait que, il aide notamment au niveau de la reconnaissance faciale, justement, pour aider les familles russes. Il essaie de les amener de leur bord. Là, on veut vous aider, puis vous êtes mieux Je ne sais même pas si c'est juste d'appeler ça de la propagande, c'est de la réinformation un peu. C'est comme oui, essayer de leur donner un petit on va en glimpse parler tantôt, de l'autre. Exactement. Fait que moi aussi, fait que là, malheureusement, bon, vu qu'on n'a pas le son, la vidéo, c'était ça. Ils font aussi des actions un peu plus trolling où ce qu'on voit ici, puis ce qu'on entendrait normalement, c'est une chanson patriotique ukrainienne qui est très connue, que Uluzi Chervona Kalina, qui ont essentiellement été diffusées sur des speakers en Russie, dans différents endroits comme Moscou, Perm, cette place-là. Fait que ce que tu voyais, c'était des gens qui entendaient la chanson, puis qui étaient comme un peu confus d'entendre une chanson ukrainienne en Russie. Il y en a qui aimaient ça. Je sais pas si tu regardes notamment lui aimait ça. Il y en a une couple qui ont aimé ça, ils trouvaient ça pas mal cool. Bon, évidemment, la IT Army, c'est quand même assez nouveau comme phénomène. Là, on n'a pas vu ça encore, beaucoup d'une mobilisation aussi intense sur le front cybernétique. C'est carrément comme ça que ça s'appelle. Il y a des préoccupations juridiques et éthiques. Donc, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est l'organisme qui, normalement, régit les règles de la guerre physique, normalement, qu'on connaît puis qu'on associe à qu'est-ce qu'une guerre? Ben, t'imagines un fusil, c'est ça que ça régit. Évidemment, là, des préoccupations qui concernent le recrutement des volontaires civils pour des opérations cybernétiques militaires, parce qu'en plus, ça ne se concentre pas seulement sur les gens qui sont dans le pays, c'est les autres pays qui peuvent être impliqués là-dedans. Tu n'as même plus besoin de te déplacer, d'où le nom de la conférence Work from Home, là, qui est un beau callback à tout ce qu'on a vécu pendant la pandémie, le Work from Home. Donc, les membres actuels dans la IT Army sont considérés comme étant des civils et non pas des combattants selon le droit international, mais il y a un projet de loi actuellement en Ukraine qui pourrait modifier leur statut pour leur accorder des privilèges, mais aussi des obligations. Un privilège vient avec des obligations de combattants. C'est un timing intéressant parce que la Croix-Rouge a sorti ses guidelines pour le hacking civil en temps de guerre. Ça fait 9 jours. Ça fait juste un an et demi que le conflit a lieu. Non, c'est ça, mais ça vient de sortir. Puis ça fait encore quelques années qu'on a ça, mais c'est le temps de sortir ça. Mais en tout cas, on ne parlera pas de la Croix-Rouge maintenant, on ne fera pas son procès. Là. Mais bon, parlant de ça, sur les règles internationales, l'OTAN, on entend quelquefois parler de l'article 5 de l'OTAN, puis qu'est-ce que ça veut dire dans le cyberespace. Les attaques activistes, surtout celles qui ciblent des infrastructures civiles
qui peuvent être considérées comme des violations de conventions internationales, les hôpitaux, l'hydroélectricité, etc. Bien, depuis le début du conflit, les attaques russes ne se sont pas concentrées juste en Ukraine. Tous les pays qui supportent l'Ukraine en ont subi. Donc, la question reste toujours, est-ce qu'une attaque contre les pays de l'OTAN pourrait potentiellement déclencher le fameux article 5, qui est l'article 5 de l'OTAN qui stipule qu'une attaque contre... C'est la clause mousquetaire, là, tous pour un pour tous. Là. Une attaque contre un allié, c'est une attaque contre tout le monde. Fait que depuis 2014, l'OTAN reconnaît qu'une cyberattaque peut potentiellement déclencher l'article 5. Mais en 2016, c'est juste, on en parlait tantôt comment c'était lent, là. C'est en 2016 que le cyberespace a été déclaré comme un nouveau domaine opérationnel de l'OTAN. C'est très à la traîne, là. Puis les attaques cybernétiques sont évaluées au cas par cas pour vérifier si c'est vraiment comme ça le lieu d'être considéré comme potentiellement de l'article 5. Fait que ce qui rend l'activation difficile, en fait, puis la raison pour laquelle ça n'a pas l'air de déclencher, même si on voit des attaques de la Russie partout puis que c'est répertorié, mais c'est que c'est dur de prouver que ça a été soit causé par le gouvernement ou commandé par le gouvernement. Il y en a beaucoup qui ne le sont juste pas du tout, c'est des patriotes. Il y a des patriotes russes, malgré qu'on ne veut pas l'accepter. Il y en a qui aiment ce que le régime font. Il y en a un peu ce qu'on pense. Ils le supportent. Et ça ne veut pas dire que ça a été commandé par le gouvernement. Donc, ça devient très ambigu pour une attaque cybernétique de retracer sa vraie origine, de où l'ordre vient, puis de pouvoir déclencher le fameux article 5. All right, donc là, on vous parlait dans le fond de la mobilisation. Là, on va vous parler de l'organisation. Là, on n'a pas beaucoup de temps, fait il y a certains concepts qu'on va sauter. Mais juste pour que vous sachiez, dans le fond, ce qu'on vous présente aujourd'hui puis ce qu'on fait, ultimement, on comprend aussi que c'est de la propagande. La propagande, c'est un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponibles une opinion, une idéologie. Puis moi, personnellement, depuis le début du conflit en Ukraine, mon compte Twitter, j'ai décidé que c'était juste un compte pratiquement comme un bot. Là. Je fais quasiment juste retweeter de la propagande ukrainienne, qui sont des vraies informations, ultimement. Mais je choisis de ne pas repartager les informations en fonction de Russie parce que j'ai envie de soutenir justement l'effort de guerre ukrainien dans leur conflit, dans le combat. Fait que, je pense que c'est important. Je voulais juste vous informer, on le sait aussi, on n'est pas en train de nécessairement dire qu'on est plus blanc que blanc. Mais tout ça, ça fait partie d'une logique de propagande, puis c'est correct, ça existe depuis toujours, tous les pays le font, mais il faut l'accepter pleinement, qu'on participe à ça aussi. Puis vous allez voir, ultimement, c'est ce que l'Ukraine en fait. On va vous présenter des campagnes que l'Ukraine a fait, que ça fonctionne énormément, puis justement parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne la propagande. Fait que, comment ça fonctionne quand on fait une campagne de... On utilise le mot propagande, on pense que c'est péjoratif, mais ultimement, la propagande, c'est aussi de la publicité. Pas mal toutes les campagnes de publicité que vous allez voir vont utiliser les mêmes concepts que la propagande. Fondamentalement, en fait, les gros concepts marketing sont basés sur les concepts de propagande. Ils prennent la Deuxième Guerre mondiale, puis préalablement à ça. Fait que, comment ça marche? Bien, ton objectif, c'est de savoir à qui tu vas adresser ton message. Fait que l'Ukraine, vous allez voir, ils ont compris, ils ont fait des campagnes qui se sont dit, on va viser les Ukrainiens, puis on va viser l'international, puis on va vraiment créer des histoires. L'objectif, c'est de créer du mythe. Fait que tu vises quelque chose qui est très fondamental, par exemple, à l'Occident. On va parler de démocratie, on va parler de liberté. Puis après ça, aux Ukrainiens, tu vas avoir un autre narratif. Puis il faut que les gens qui l'entendent, ils commencent à l'internaliser pour que finalement, ils se disent, j'ai vraiment envie de soutenir cette cause-là, j'ai envie de participer à cet effort-là. Bon, comme je vous disais, vous pourrez le regarder. Je vais passer vraiment vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là. Puis évidemment, l'objectif, c'est toujours de limiter l'information partagée en lien avec l'histoire. Fait que, il y a des histoires, par exemple, vous avez peut-être entendu parler, le Ghost of Kiev, qui était comme... il y avait un chasseur, un pilote d'avion ukrainien qui serait devenu un as, c'est-à-dire qu'il avait tué 5 avions pendant la même journée, pendant la même sortie. Puis là, finalement... tout le monde est comme « Ah, wow, c'est fou, l'Ukraine, ça va vraiment bien, cool, ils ont un écœurant pilote. » On ne sait même pas s'il existe pour vrai. On n'a jamais réussi à l'identifier. L'Ukraine a volontairement pas trop donné de détails parce qu'ils se sont dit ça a créé un mythe, c'est parfait, ça fait jaser, ça fait la propagation de notre message, c'est ça qui compte. Puis là, tu as des trucs du Ghost of Kiev partout dans les boutiques souvenirs, tu as des murales du Ghost of Kiev. Il est resté dans l'univers. Ah oui, absolument. Il est partout. Le lore de la guerre. Il y a des t-shirts, il y a des posters, il y en a partout. Puis, juste pour que vous sachiez pourquoi l'Ukraine fait beaucoup de cette propagande-là, puis pourquoi ils ont créé des organisations qu'on va voir après qui participent à défaire la désinformation, c'est que, littéralement, la désinformation, ça a été créé, ça existe depuis toujours, le concept de la désinformation, mais ça a été opérationnalisé, professionnalisé depuis une centaine d'années déjà. La rumeur veut que ce serait Staline lui-même qui aurait en fait créé le concept de désinformation, qui aurait créé, en 1923, qui aurait créé le premier bureau de la désinformation dans ce qui est aujourd'hui l'ancêtre du KGB.
Et il aurait utilisé volontairement un terme, là, vous pouvez le voir là en haut, il aurait volontairement utilisé un terme qui était français parce qu'il voulait donner l'impression que ça venait pas de lui, que c'était l'Occident qui avait inventé cette affaire-là. Fait que ça a commencé là, puis éventuellement, avec le temps, ça s'est professionnalisé. Puis là, maintenant, il y a un terme que vous devriez entendre souvent, ça s'appelle les mesures actives maintenant. Les mesures actives, c'est vraiment, l'objectif, c'est de semer le doute constamment, que les gens sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis les opérations russes sont très fortes là-dessus. Donc l'Ukraine s'est spécialisée à défaire la désinformation, mais pas seulement l'Ukraine, toute l'Europe de l'Est. Ils ont développé des instituts de hybrid warfare, de guerre hybride, parce qu'ils doivent être capables de savoir comment on défait la désinformation en ligne. Puis ils ont créé le NAFO qu'on va vous présenter à cause de ça. Puis là, justement, je vais sauter ça parce qu'on en parle. Crypto-Québec, on a écrit 2 livres. Le deuxième livre qu'on a écrit, c'est sur la désinformation en ligne. Fait que si ça vous intéresse justement de savoir l'historique de la désinformation, les mesures actives russes et compagnie, on en parle dans ce livre-là. Je fais un shameless plug. Mais tout l'argent va à un organisme non lucratif, fait que ça va pas dans mes poches. Bon, là, on n'a pas de son, fait que ça sert à rien de faire ça, mais je vais vous présenter rapidement 3 histoires. Un des premiers vidéos qui est sorti au début de la guerre en Ukraine, c'est vous voyez ce dude-là. En plein milieu, là, on ne sait même pas s'il existe, on ne sait même pas si c'est un vrai militaire. Il est en plein milieu de la nuit. Puis ça, c'est après que la rumeur s'est répandue que les Ukrainiens ont des drones turcs qui s'appellent des Bayraktar, qui tuent en fait tous les tanks russes, puis que les Russes, ils capotent, ils ne sont pas capables de les attaquer. Ils sont pas capables de les détecter puis de les attaquer. Fait que là, il y a ce gars-là qui est dans le noir, puis il est en train de visser son silencieux. Puis là, il parle en russe, là, puis il est comme, est-ce que vous l'entendez, le drone en haut? Ah oui, c'est ça, vous l'entendez? Ben, c'est nous autres, ça, on vous check, on s'en vient pour vous autres. Vous devriez retourner chez vous, on va vous pogner. Puis écoute, en arrière, il y a de la musique traditionnelle ukrainienne, ça fonctionne au bout comme message, ça fait le tour d'Internet. Ensuite, tu as des militaires qui ont inventé une chanson, le Bayraktar Song. Fait qu'ils ils font une chanson en hommage à ce drone turc-là. Puis ensuite, il y a aussi la fameuse histoire Russian Warship, Go Fuck Yourself. Donc, quand il y a un bateau russe qui s'est approché de l'île des Serpents en Ukraine, juste au sud d'Odessa, il a demandé aux militaires là, de se rendre, puis les militaires ont dit Russian Warship, Go Fuck Yourself. Puis l'Ukraine a rendu cet échange-là public. D'ailleurs, on n'est pas 100% sûr que ça s'est vraiment passé, mais l'histoire veut que c'est vrai. On a les enregistrements. L'histoire veut que c'est vrai. Puis ces gens-là, ils ont survécu, ils ont finalement été capturés, puis ils ont été libérés ensuite. Mais fait que ça participe à toute la propagande en ligne qui a été retweetée par toutes les. Ça, c'est à ton tour. Oui. Ça ne va pas trop vite, là. Ouais, Donc, tu viens de le dire, retweeter, ça va être mon segue parfait pour aller là. Les réseaux sociaux dans la guerre sont devenus extrêmement importants pour diverses raisons. Contextuellement, les réseaux sociaux, ça s'illustre dans ce qu'on appelle la 5e dimension de la guerre du numérique. Ça fait référence à la cybernétique et au monde de l'information. Donc, l'information, c'est un outil, comme il disait, pour influencer, déstabiliser ou mobiliser sans recourir à la force. Une bonne illustration de ce phénomène-là, c'est exactement ça, c'est ce qui est devenu le meme de Saint Javelin. Saint Javelin qui a parti le bal pour la weaponization des memes et taillé leur place dans la 5e dimension de la guerre pour ces raisons-là. Donc, juste pour votre info, Saint Javelin, en fait, fondamentalement, c'est un designer américain qui, quand la guerre en Ukraine est arrivée, il s'est dit, je vais commencer à faire des images pour soutenir l'Ukraine. C'est devenu super populaire. Puis il s'est dit, bon, ben avec ça, là, il a monté une organisation, puis tous les fonds, pas vrai, pas tous les fonds, une bonne partie des fonds qui s'en vont à Saint Javelin s'en vont directement en Ukraine. Puis il y a des produits spécifiques qu'on peut commander. Moi, j'ai acheté 2 T-shirts. Il y en a un qui c'est ça, puis l'autre T-shirt, c'est il y a une image d'un HIMARS, qui est un lance-roquette qui dit on va avoir la paix à travers la supériorité des armes. Puis 100% des profits s'en vont directement en Ukraine. Fait que c'est une manière aussi de soutenir l'effort de guerre. Donc, les mimes, à quoi ça sert en général sur les réseaux sociaux pour la guerre, en premier, ça va être pour la mobilisation et le soutien. Donc, les mimes vont servir de symboles mobilisateurs qui unifient les gens autour d'une cause, l'Ukraine dans ce cas-ci. Puis ça fait une genre de globalisation d'un running gag que tout le monde peut partager puis comprendre. Donc, on comprend comment fonctionnent les mimes et comment fonctionne cette culture-là pour propager une information, mais aussi créer une inside joke de millions de personnes, essentiellement. Donc, ça renforce la résistance morale et psychologique en Ukraine face à l'agresseur, autant les civils que les militaires. Puis en Ukraine, il y en a beaucoup qui m'ont témoigné la même chose, que les mimes, à chaque jour, c'est leur downtime et c'est excellent pour leur santé mentale parce qu'ils sont fatigués, ils sont débordés, ils ont plein de choses à faire. Puis, comme je disais, les gens en TI sont soit en train de faire du volontariat, soit ils sont en train de travailler. C'est pour ça que tu vas voir aussi des vidéos d'Ukrainiens qui font la fête. Parce que, exactement. Consulter des mimes, pour eux, me disaient que c'était comme leur downtime la journée, puis ça leur faisait du bien. Mentalement, c'est devenu presque un service essentiel d'avoir des mimes pro-Ukraine
anti-russe aussi, fait que ça vient avec le truc, il y a beaucoup de haine, là. Évidemment, ça participe à la propagande puis à alimenter le narratif pro-Ukraine. Donc, les mimes sont utilisés pour propager quelque chose de spécifique, tout dépendamment des besoins du moment puis de la viralité d'un événement ou d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, il y a des événements tristes qui sont partagés, c'est pour essayer de redevenir dans l'actualité. Il y a des trucs drôles qui se passent aussi. Il y en a un qui, comme par exemple, toutes les gags qu'on a eues sur la tourelle du T-72. Tu peux changer Ah oui. c'est la tourelle du T-72 qui volait 200 pieds dans les airs. Il y a eu Ça, c'est une tourelle de tank. il y a qui eu revole. plein un concours de vidéos, plein de blagues sur le lancer de la tourelle, ce genre de trucs-là. Mais il y a aussi des trucs plus tristes, comme l'exécution de Alexandre Motievski, qui est devenu viral aussi, sans devenir un mime, évidemment. Mais la viralité de tout ça, le but, c'est toujours le même, réémerger dans l'actualité en soulignant les succès ou les échecs militaires, puis c'est avec des dessins différents. Donc, peut-être pour avoir plus d'argent pour un bataillon, ou juste le moral, qui est une raison suffisante. Comme les levées de fonds, dans le fond. C'est des mimes qui sont associés à des levées de fonds qui deviennent des outils financiers indirects ou même directs dans le conflit. Puis ça facilite l'acquisition de ressources parce que, bon, l'OTAN fournit beaucoup d'armes, mais tout ce qui est équipement médical, lunettes de vision, comme tout ce qui n'est pas exactement létal, ça run low en Ukraine, vraiment beaucoup. Oui, souvent, ils vont se baser sur nous pour envoyer de l'argent pour acheter cet équipement. Exactement. Fait entre eux aussi, ils se font des campagnes. Les gens qui ne sont pas au frontline, ils rendent des campagnes de financement pour leurs amis, pour leur envoyer des trucs. C'est hallucinant. Tout le monde est devenu un peu volontaire, involontairement des fois aussi, là, fait que, sans mauvais jeu de mots. Là. Fait que l'influence globale aussi, les mimes servent à ça, parce que nous, maintenant, à cause de l'espace cybernétique, on peut voir ces mimes-là, on peut les consommer, on peut être influencé, et on peut soutenir ou pas. Mais ces mimes-là, essentiellement, servent un peu à nous informer. Des fois, j'apprenais des nouvelles à travers des mimes, puis j'allais voir sur, genre, Kiev Independent, ou encore un journal, voir c'était quoi. L'origine du mime, c'est quoi? Les mimes m'ont informé d'une nouvelle. Ça a dû Je pense que ça a t'arriver participé aussi. En fait, à l'intérêt aussi de l'Occident, les mimes là, ont participé à l'intérêt. Je pense que tu as bien résumé Saint Javelin. C'est devenu un symbole de résistance aussi parce qu'il y a eu beaucoup de succès avec le javelin comme appareil de guerre au début, puis il y a eu beaucoup de vidéos viraux qui sont arrivés avec ça. Donc, comme tu disais, celui qui a parti ça, Christian Boris, qui est un Canadien, en fait, Canadien-Ukrainien. Ah, c'est un Canadien? Oui, il habite à Toronto. Il a fait des trucs comme des autocollants. Ça a commencé par des autocollants. Tu peux amener la... Ah oui. Fait que c'est des autocollants qu'il a commencé à vendre avec ça, puis c'est devenu plus gros. Il a fait une boutique de marchandises encore plus grosse qui sert à collecter des fonds. Puis jusqu'à ce jour, c'est 2 millions de dollars que Saint Javelin, avec juste ses bébelles, a réussi à accumuler pour donner. Donc, il y a des répercussions politiques, puis il y a un impact sur le moral et la solidarité avec Saint Javelin. C'est devenu un symbole de ralliement qui souligne l'importance de la technologie militaire et de la solidarité internationale envers les Ukrainiens et les implications politiques et militaires du soutien international à l'Ukraine. Ça montre le succès avec des armes occidentales pour encourager à en donner plus et on est capable de les apprendre rapidement puis de s'en servir. Donc, vous le voyez, le javelin, c'est ça, fondamentalement. C'est ça, exact. C'est un peu ça, l'image qui peut être... non, c'est une autre, plutôt. Mais oui. Donc, Saint Javelin, ça a pavé la voie pour l'arrivée d'un autre phénomène sur Internet qui est devenu incontrôlable puis franchement fascinant, le NAFO. Fait qu'on arrive bientôt à l'explication de pourquoi les petits Shiba sont là. Le NAFO, ça a gagné en visibilité, puis ça a été créé à partir d'un échange sur Twitter entre un compte qui s'appelle Ukraine Meme for NATO Teens, qui veut essentiellement rien dire, puis Mikhail Ulyanov, qui est un représentant de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne. Ils ont eu un échange ensemble, je ne me rappelle plus beaucoup du contexte, là, mais maintenant, les membres du NAFO utilisent les images de chiens Shiba comme ça, en référence au meme Doge qu'on connaît tous, qui sont habillés en soldats ou en agents de la CIA, comme avatar pour s'identifier entre eux. Dans le fond, c'est Shiba, le Shiba, son nom, c'est un fella. Puis le NAFO, ça veut fella, dire... NAFO, ça, c'est le nom anglais. La version francophone, c'est l'OFAN. Fait que l'organisation des fellas de l'Atlantique Nord. Puis le chien, dans le fond, fondamentalement, c'est ton fella. Puis, dans le fond, pour avoir ton fella, il faut que tu donnes de l'argent à la cause ukrainienne, soit à travers Saint Javelin ou à travers envoyer de l'argent à travers United 24. Ou la Georgian Legion. Moi, j'ai donné à la Georgian Legion. C'est ça, la Georgian Legion. Puis dans le fond, après ça, une fois que tu as fait ça, il faut que tu envoies ta facture sur Twitter puis tu dis « J'aimerais avoir un fella qui ressemble à X ou Y. Moi, dans le fond, je voulais un fella de Léo Major. Puis ça donne qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas il était où, mais il n'était pas québécois ni canadien. Ah, il connaissait ça, hein? Il connaissait Léo Major. Puis il m'a fait un fella de Léo Major, dans le fond, fondamentalement. Puis il a fait un beau post avec ça, en plus. Puis lui, il est vraiment badass. D'ailleurs, si vous avez la chance de connaître un peu plus sur Léo Major, il a repris une ville à lui-même des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un Québécois qui a viré Rambo, puis il a repris la ville de Zwolle
se voler aux Pays-Bas. En tout cas, bref. Bref, le travail d'une info sur Twitter, principalement, c'est de combattre la désinformation russe, faire du counter-trolling aussi pour aller déranger les officiels, faire du bruit. Ça réinforme, mais aussi ça rajoute du bruit puis du chaos pour les Russes qui cherchent à peddle leur propre propagande. Donc, c'est un peu ça leur travail. Exact. Et c'est rendu... Est-ce qu'on sait le nombre de membres? Non, on est plusieurs milliers. Oui. Il y a un Discord aussi que vous pouvez joindre sur lequel les opérations sont coordonnées. Puis, tu sais, je vais vous donner un exemple. Il y avait du monde sur Twitter, des comptes russes qui partageaient, étant donné, de l'information en lien avec les countermeasures que les Ukrainiens devaient mettre en place. Non, c'est counter-attack ou countermeasure que les Ukrainiens étaient à mettre en place. Puis là, Nefo a vu cette information-là circuler, puis se sont dit, diantre, il faut qu'on fasse du bruit pour que cette information-là s'en aille, pour pas que personne s'en rende compte. Fait qu'ils faisaient des memes avec des comptoirs, counter, puis après ça, ils mettaient des mesures. Fait que là, ils ont floodé Twitter avec plein d'images de comptoirs puis de mesures. Puis là le monde, après ça, il faut que tu cherches l'information, Fait que volontairement, leur objectif, c'était de couler l'information qui était des Russes qui donnaient des informations opérationnelles puis à travailler contre la désinformation. Fait aussi absurde et immature que le NEFO peut avoir l'air, ça aussi, ça s'illustre dans la 5e dimension de la guerre. Puis il y a eu un sommet à Vilnius en même temps que l'OTAN. Un sommet en même temps que l'OTAN à Vilnius. Il y a une certaine reconnaissance de l'utilité puis de la présence du NEFO dans le frontline cybernétique. 100%. Ça, puis volontairement, ils vont cultiver le culte comme quoi, en fait, c'est un front de la CIA. Fait que, la réalité, c'est la CIA, es-tu là-dedans? On ne sait pas. On peut se le demander pour vrai. Il y a Mister qui nous fait des signes. Ouais, donc, voilà. Ah, OK. Super. Parfait. Bon, là, on va rentrer dans le super concret tranquillement vers où c'est comme ça peut être utile à l'effort de guerre. Fait que là, l'objectif, c'est vraiment là, il n'y a pas de son, malheureusement, mais c'est vraiment de parler comment, une fois qu'on communique, une fois qu'on y a on va chercher des informations sur Twitter, comment on peut l'utiliser pour le transformer en renseignement. Normalement, ici, c'est une vidéo que j'ai pris quand j'étais à Lviv. C'est une espèce de vidéo presque un peu dystopique où tu entends le beat il y a des bars en dessous du balcon où je suis, fait que tu entends un bon beat, d'une bonne musique, c'est intéressant, c'est vivant. Puis par-dessus, tu entends les fameuses alarmes d'alerte de raid aérien. Fait que tu as une espèce de superposition de vie extrêmement normale puis en même temps de vie complètement terrible. Fait que quand on entend une alarme comme ça en Ukraine, le réflexe que moi j'avais instantanément et que tout le monde a, tu es dans un café, ça l'arrive, tout le monde sort son téléphone. Ça arrive tellement souvent dans une journée, dans une semaine, à un moment donné, les gens ne s'interrompent plus tant que ça pour ça. On se désensibilise à cette alarme-là. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Telegram. Moi, j'allais sur Monitoring. Ça, c'est un des channels qui était extrêmement populaire en Ukraine pour vérifier qu'est-ce qui a trigué l'alarme. Donc, on pouvait avoir l'information de quelqu'un qui vérifiait des radars, il vérifiait des radios, il écoutait les radios russes, il arrivait à pirater tout ça, il regardait les channels russes, il arrivait à s'informer assez pour nous informer de qu'est-ce qui avait déclenché l'alarme. Fait que nous, par exemple, quand on était à Lviv, qui est à l'ouest, qui est considéré comme une ville sanctuaire parce qu'il est touché moins souvent par des bombardements ou encore par des shahids, les drones iraniens que la Russie emploie beaucoup, on pouvait se demander, est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on va se cacher ou est-ce qu'on reste? Fait que ce qu'on voyait généralement quand ça s'adressait à Lviv, ces alarmes-là, c'était les MiG, les avions de chasse russes qui levaient dans les airs. Et vu qu'eux autres, ils sont porteurs de missiles hypersoniques Kinzhal, il y avait obligation de mettre tout le pays en alerte parce que s'ils lancent un Kinzhal, ils vont à peu près n'importe où. Mais l'affaire, c'est qu'ils ne lâchaient jamais ces missiles-là parce qu'ils coûtent des millions de dollars. Donc, généralement, quand c'était une levée de MiG, ils étaient obligés de mettre le pays en alerte, mais personne ne réagissait. Si c'était des shahids qui s'en venaient, même là, on ne réagissait pas trop non plus, parce que vu que Lviv est tellement loin, puis il y a tellement de postes de défense aérien partout dans le pays, généralement, il y avait le temps d'être tous descendus avant qu'on arrive. Fait que c'était ma relation avec tout ce qui est OSINT, Open Source Intelligence, sur le terrain. Dans le fond, ça, en fait, juste raconter l'histoire rapide. Moi, dans le fond, quand le conflit a éclaté en Ukraine, ça faisait déjà plusieurs jours que je monitorais des réseaux de webcam qui avaient lieu dans l'est de l'Ukraine parce que je me disais, ça va être une bonne manière de savoir si la Russie décide d'attaquer ou pas, parce que de manière, la Russie, ils vont assurément l'annoncer après qu'ils ont envahi le pays. T'sais. Donc, je monitorais des trucs de webcam, puis je me suis comme... J'ai eu une relation un peu bizarre avec un petit monsieur là, qui, lui, il allait promener son chien à 4h30 tous les matins. Puis là, le 23 février, il n'est pas arrivé à 4h30. Puis là, j'étais un peu stressé pour lui parce qu'on savait tous que ça allait arriver. T'sais. Puis finalement, il est arrivé à 6h30. Fait que là, je me suis toujours posé la question, il était-tu fatigué? Est-ce qu'il sentait que la guerre allait éclater, etc. Mais ça m'a vraiment fait... Je me suis comme... Quand la guerre a éclaté, le lendemain, j'ai pas vu le petit monsieur. Puis je me suis dit...
fuck, tu sais, c'est poche. Je m'étais comme attaché à ça, puis là, lui, il est rentré dans une autre réalité complètement différente. Puis, tu sais, je voyais où il vivait, je voyais sa ville, puis j'étais comme, ah, ça a l'air tellement, comme, c'est tellement dommage, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a vraiment mobilisé rapidement. Puis ensuite, parlant de renseignements en open source, ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, Poutine a fait l'annonce de son opération spéciale. Il était autour de minuit et demi. Excuse-moi, il était autour de 11 h ici. Il était 5 heures du matin là-bas. Pendant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, en plus, comme vraiment troll jusqu'au bout. Puis, dans le fond, fondamentalement, une demi-heure avant qu'il fasse son annonce, les réseaux de gens qui font du renseignement open source avaient vu à travers une webcam qui était un poste frontalier ukrainien avec la Crimée, dans le fond. Ils ont vu je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un soldat qui vient de sortir du poste frontalier, il s'est mis à tirer, puis il s'est sauvé. Puis là, tout le monde a compris que là, à ce moment-là, ça commençait, ça n'avait pas été encore annoncé, mais que la Russie était en train d'envahir. C'est vraiment à ce moment-là que tous les réseaux d'open source se sont mobilisés pour commencer à parler de ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on trouve sur Internet. Bon, là, je vais passer à travers ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais juste pour que vous compreniez, il y a une différence entre une donnée brute, de l'information, du renseignement. Fait que là, on va parler du renseignement de source ouverte. Il y a vraiment une différence dans la manière où on va... tout ce qu'on capture sur Internet n'est pas nécessairement une donnée, ça peut être du bruit. Dans le fond, comme on discutait tantôt, tu me disais, pour vraiment quelque chose ne soit pas considéré du bruit, ça doit être quelque chose qui doit contenir une information. Ensuite, vous allez le voir, je vais vous présenter le cycle de... Je vais passer ça ici. Fait que dans le fond, vous pouvez le voir là, dans le graphique de droite, principalement, c'est comme ça. Ça va être important si jamais vous les impliquez dans la communauté au CINT international, de pouvoir faire ce travail-là, de vetter de l'information pour vous assurer que vous partagez une information qui est crédible et qui est réelle, puis c'est vraiment du renseignement. Fait que, au début, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu collectes, tu t'en vas sur Twitter, tu t'en vas sur Telegram, on va vous montrer de où les sources d'information peuvent se provenir. Puis ensuite, tu prends toutes ces données-là qui arrivent, tu regardes, là, ça a-tu l'air d'être quelque chose qui est pertinent en lien avec ce que je cherche à comprendre. Fait que, par exemple, le conflit en Ukraine, là où il y en a aussi beaucoup avec Israël en ce moment. Une fois que ça semble être pertinent et que ça semble pouvoir faire du sens, en bon français, là, ça devient une information. Puis là, une fois que ça devient une information, il faut que tu sois capable de pouvoir colliger avec d'autres sources pour savoir est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose qui est pertinent pour les opérations sur le terrain. Fait que là, par exemple, nous, on parle du conflit en Ukraine. Fait que l'objectif, c'est de voir est-ce que l'information que je vais utiliser là peut aider les gens sur le terrain avec des drones à aller bombarder des troupes russes quelconques. Là, à ce moment-là, si oui, là, à ce moment-là, ça se transforme en renseignement. C'est à ce moment-là qu'on parle de renseignement en source ouverte. Là, le cycle de l'intelligence, vous pouvez le voir à gauche aussi, ça peut être intéressant pour vous si jamais vous voulez aller dans le renseignement avec l'OTAN ou les services canadiens. Il y a vraiment un cycle au niveau de l'information afin de vetter l'information. Ça, je vais sauter ça aussi, on n'a pas beaucoup de temps. Dans le fond, le renseignement en source ouverte, ça s'est beaucoup professionnalisé récemment dans le temps. Justement avec l'arrivée d'Internet, mais foncièrement, on n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit. Là. Vous voyez ici les vieux posters de la Deuxième Guerre mondiale de propagande. Moi, j'aimais vraiment beaucoup le style, pour vrai. Là. Je trouve ça vraiment nice. Dans le fond, ce que ça dit, c'est fais attention quand tu parles d'un renseignement parce que loose lips can sink ships. Ou les murs ont des oreilles, les murs ont des oreilles, où l'ennemi pourrait être intéressé à ce renseignement-là. Fait que, la logique avec le renseignement open source, c'est la même chose. Si vous avez un renseignement, assurez-vous que... si vous trouvez une donnée, assurez-vous que c'est du renseignement. Si vous pensez que c'est vraiment du renseignement, puis si vous l'avez vetté l'information, puis ça vient d'une source crédible, posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine que je le partage, puis si oui, à qui? Est-ce que je le partage à des amis, à des alliés, un réseau d'activistes en ligne, ou je le partage publiquement? Si vous trouvez une information qui pourrait nuire, par exemple, à votre côté, comme nous, dans le cas à l'Ukraine, appliquez ce qu'on appelle OPSEC, là, de la sécurité opérationnelle, puis pas-en pas. Fait que comment ça fonctionne? Si vous voulez vous mobiliser pour aider l'Ukraine en ligne, la première des choses, il y a les comptes Twitter puis les Twitter Space que vous pouvez joindre afin d'aller chercher des informations puis de partager l'information. Donc, les Twitter Space ont joué un très gros rôle au début de la guerre en Ukraine, mais ils en jouent encore aujourd'hui parce que vous allez dans un Twitter Space puis ça partage là, énormément de l'information réelle, sensible, crédible, vérifiée sur ce qui se passe live en ce moment. Puis souvent, c'est des nouvelles que vous allez voir dans les médias traditionnels là, plusieurs jours après parce que ça prend du temps pour que les autres vettent de leur bord. Donc, assurez-vous de suivre des comptes qui sont crédibles, mais il y a énormément de Twitter Space qui sont très utiles. Moi-même, au début du conflit, je suis un ancien de Radio-Canada au niveau de la sécurité de l'information. Puis, au début du conflit, il y avait Marie-Ève Bédard qui était en Ukraine, puis, était un peu laissée à elle-même.
Oui, on va dire ça comme ça. Puis elle avait besoin d'aide pour savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai aucune idée, j'ai aucun renseignement, il n'y a personne qui m'informe quoi que ce soit. Fait que moi, à travers les Twitter Space puis les comptes de Telegram que je suivais, j'étais capable de dire ben là, finalement, l'attaque sur Kiev ne fonctionne pas. Ou, admettons, l'ambassade canadienne est fermée, ils se sont déplacés. Mettons, va voir le GIGN à l'ambassade française. C'est vraiment eux autres qui vont pouvoir t'aider. Fait que j'utilisais vraiment les Twitter Space, les comptes Twitter, les groupes Telegram pour pouvoir l'aider. C'était super utile. Vous pouvez voir des comptes Twitter qui sont très intéressants à suivre. Là. Ici, vous avez Rob Lee. Ces gens-là, ils existent en passant. Puis ils sont vraiment comme c'est un niveau de compréhension qui me dépasse. Rob Lee, lui, depuis le début de la guerre, il tweet là, plusieurs fois par jour. Puis lui, son objectif, c'est juste d'accumuler toutes les pertes russes, les répertorier, puis dire c'est vrai, ça s'est passé, puis ça, c'est tel genre de tank, c'est tel genre de blindé, c'est tel genre d'hélicoptère, etc. Fait que c'est vraiment un zélé, ce gars-là, il est excessivement intéressant à suivre. Puis lui, il va être capable de vous confirmer si effectivement, est-ce que ce tank-là a été détruit aujourd'hui ou c'est une image qui date de 3 semaines, puis en fait, on ne la compte pas parce qu'elle a déjà été rapportée. Glassnode Gold, ça fait partie des réseaux de renseignements de sources ouvertes de comptes que vous pouvez suivre. C'est des gens qui sont... lui, je pense c'est un Ukrainien, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans les services de renseignement étrangers, puis il va repartager de l'information en lien avec le conflit ukrainien. Chuck Farrer, lui, c'est un ancien de SEAL Team 6, les forces spéciales américaines, qui s'est réinventé. Puis là, en ce moment, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il partage beaucoup de cartes tactiques du conflit en Ukraine. Puis ça va vous donner beaucoup plus d'informations que vous allez voir, que vous ne verrez pas nécessairement dans les médias traditionnels parce qu'ils ne vont pas dans ces détails-là. Mais ça peut être très intéressant pour vous si vous voulez vous mobiliser, puis aider la cause, puis partager. GeoConfirm, ça aussi, c'est comme Rob Lee, là, ces gens-là, c'est des malades mentaux. Non, on ne peut pas dire ça. C'est des gens qui sont à un niveau supérieur de conscience. Bien rattrapé. Ces gens-là, ils sont capables d'identifier, à partir d'une image, exactement dans quelle région cette photo-là a été prise. Fait qu'ils vont te confirmer. Tu sais, quelqu'un dit « Ah, ça a été pris dans telle région. » Ben oui, effectivement, on regarde les arbres, on regarde le petit oiseau qui saute là, on regarde le soleil, les couleurs, je ne sais pas trop, la saison. Puis il va dire « Effectivement, c'est à tel endroit, fait que c'est bon. » Puis ces gens-là, après ça, ils vont créer une carte qu'on va montrer plus tard. Fait que ça, c'est vraiment... Twitter a été extrêmement utile dans une logique de renseignement de sources ouvertes pendant le conflit en Ukraine. Les groupes Telegram, ça, on est moins au courant parce que les Occidentaux sont beaucoup moins sur Telegram. En fait, c'est pas vrai. L'Amérique du Nord est beaucoup moins sur Telegram. Mais c'est principalement là que toute l'information va. Même pendant le conflit israélien-palestinien, toute l'information est là. Il y a un compte, je pense qu'on ne la voit pas ici, là, mais il y a un compte, c'est les premiers répondants israéliens. Puis ils partagent tout ce que... ils sont arrivés avant que l'armée israélienne arrive, puis ils mettent ce qu'ils voient. Là. Fait qu'ils arrivent là, puis il y a les corps de whatever. Ils prennent des photos, puis ils les publient, puis ils mettent tout. Vous allez trouver énormément d'informations là que vous ne verrez pas dans les médias traditionnels. C'est comme ça va vous permettre de vetter une information ensuite si elle sort dans les médias. Il y en a qui sont... vous voyez dans ma série de comptes, là, ça c'est mon Telegram à moi. Il y a des comptes ukrainiens là-dedans, il y a des comptes russes, il y a plein de comptes russes qui font de la propagande russe. Mais tu sais, moi, ça me permet de me tenir à jour, savoir où c'est qu'ils sont rendus, c'est quoi les mensonges qui pushent. Voir le spin d'une nouvelle selon leur perspective aussi, c'est toujours 100%. Un exercice intéressant. Il y a beaucoup de spin. Ouais. Puis là, vous pouvez voir, en fait, quand vous joignez un de ces groupes-là, vous pouvez voir l'image à droite, ça donne quoi? Vous pouvez traduire directement sur Telegram. Puis, dans le fond, ça donne une information. Puis, il y a tellement de contenu là-dessus, là, ça n'a aucun sens. Les outils de suivi gratuits comme Flight Radar, ils ont énormément aidé. Là, j'ai mis des images drôles là, parce que, dans le fond, il y a des gens qui font que suivre les avions pendant le conflit ukrainien. Il y a 2 personnes qui ont décidé d'être plutôt comiques. Il y en a un qui a décidé d'écrire « Relax » avec son avion dans le ciel, parce que ça, c'était avant le conflit, c'était au début du conflit, puis la guerre n'avait pas encore éclaté. Fait que c'est sa manière de dire calmez-vous les pompons, puis allez pas en guerre. Puis il y a un autre avion militaire américain qui a décidé de dessiner un pénis dans le ciel avec son avion. Fait que c'est ça. Mais tu sais, généralement, c'était pertinent, le Flight Radar. J'avais envie de vous partager du contenu un peu moins pertinent, mais vous pouvez comprendre que vous pouvez traquer tout ce que vous voulez avec Flight Radar, tous les avions. Tu sais, là, on traque le pénis qui est là. Ça fait 2 fois, 3 fois. Vous pouvez voir que c'est un avion militaire puis que Flight Radar le traque pareil. Fait que c'est pas parce que c'est un avion militaire qu'ils vont pas nécessairement le traquer. Fait que ça peut être intéressant à utiliser. Puis finalement, les cartes interactives. Puis ça, aussi, vous pouvez les aider parce qu'ils ont besoin de développeurs, ces gens-là. Hein. Ils ont besoin d'aide. Fait que si jamais vous voulez aller aider ces organisations-là, c'est super utile. Ça, c'est le site web de GeoConfirm. Fait que là, comme vous pouvez voir, là, j'ai juste pris la période du 1er octobre au 12 octobre, mais je peux prendre genre depuis 7 mois, puis il va dire exactement toutes les images, où il était géolocalisé, où c'est que c'est arrivé, avec tel tank qui était à telle place, à tel moment. Puis tous les endroits où ils ont géolocalisé des armes de guerre, si on veut. Il y a Live UA Map qui existe depuis déjà
mon Dieu, depuis 7 ans. Oui, c'est ça, non plus que ça. Bref, ça existe depuis longtemps. Puis ils vont vous donner, ils vont géolocaliser les tweets en lien avec les conflits. Là, ils se sont spécialisés, c'est originalement ukrainien, fait que se sont spécialisés là-dedans. Mais vous le voyez en haut, là, USA, Israël, Palestine, Syrie, il y a plein de conflits que vous pouvez suivre en temps réel avec cette carte-là. Ils vont géolocaliser les tweets, dans le fond, puis ils vont vous dire, ah, ça vient de se passer à telle place. Puis eux aussi ont besoin d'aide, hein, fait que si vous avez des skills à partager. Puis ça, ici, ça, c'est le Deep State Map. Ça, encore une fois, ça, c'est vraiment une carte qui sert à propager. C'est pour soutenir l'OTAN, fondamentalement. C'est vraiment des renseignements à source ouverte qui sont géolocalisés sur une carte. Il n'y a aucun renseignement ukrainien qui est mis là-dessus. C'est vraiment juste, comme vous voyez, tous les petits dessins à droite, là, dans le fond, là, ça, c'est tous des dessins qui sont reliés à des unités en fonction du code de l'OTAN. Fait que ça aide l'OTAN à identifier c'est quel régiment qui est là, c'est tel bataillon, etc., qui est situé à tel endroit, qui a été confirmé par des gens sur le terrain. Bon, ça, c'était de la propagande. C'est pour vous dire, on a besoin de gens qui peuvent partager l'information en ligne. OK, je veux-tu... Bon, parfait. Bon, ben, il me reste tellement pas grand temps. Il reste 7 minutes. Tu veux aller dans les drones tout de suite? Je vais gauler cette partie-là un peu. Je vais pas faire ce que je peux. On verra ce que je peux faire avec ça. Là. Fait que, je vais utiliser un meme, en fait, pour la prochaine section. Là, c'est le fameux meme qu'on a vu circuler beaucoup des fermiers ukrainiens qui vont tirer des tanks russes. Tu peux mettre le petit vidéo pour qu'on le voit, là. Ça représente bien l'esprit do-it-yourself qu'il y a en Ukraine, en fait. Fait qu'on réutilise ce qu'on a déjà sur le terrain, en l'occurrence, un tank. Il marche pas? Non. Oh, maudit bol. En tout cas, il tire un tank, c'est pas mal ça qui se passe, là. Puis ça représente bien l'aspect de do-it-yourself qu'il y a en Ukraine, parce qu'on prend quelque chose chez nous, puis on en fait autre chose. Donc, il y a eu plusieurs initiatives qui se sont passées en Ukraine, comme des ingénieurs ukrainiens qui ont conçu des missiles maison, avec ce qu'ils pouvaient trouver comme scrap, qui fait apparemment 2 fois la distance de ce qu'un HIMARS peut faire. Les troupes russes qui ont laissé des tanks un peu partout, ou des mines aussi un peu partout dans un pays qui est foncièrement agricole pour sa subsistance puis sa richesse. Les fermiers, ils ont besoin de leurs champs. Ils doivent aller plus vite que les démineurs, donc ils ont modifié des tanks russes qu'ils trouvaient, qu'ils ramassaient, pour aller déminer eux-mêmes leurs champs. Mais mon préféré dans tout ce qui est l'esprit do-it-yourself, c'est tout ce qui va être les drones, en fait. Ça doit être le côté, c'est dommage que j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, parce que c'est le côté que j'ai creusé le plus en Ukraine, avec les drones commerciaux qui sont utilisés en Ukraine, majoritairement des DJI, des hôtels qu'on peut acheter nous-mêmes dans des magasins, ça coûte 2 000, 3 000 $, ce qui est relativement abordable. Comme budget de guerre, on s'entend, là. On tombe dans un paradigme de double usage qui est initialement conçu pour la photographie, le cinéma, puis ils sont maintenant utilisés pour coordonner des tirs d'artillerie sur des tanks, sur du matériel de guerre russe. Fait que l'Ukraine en achète plein, de toutes les manières possibles, puis la durée de vie d'un drone sur le frontline, c'est 2 semaines. Fait qu'ils en ont besoin de beaucoup, il y a un méga roulement. On ne parlera pas de la pollution de tout ça, c'est une autre affaire. Il y a eu un problème avec les aéroscopes. Fait qu'évidemment, vu que c'est commercial, ben, la Russie peut acheter l'équivalent d'équipement auprès de DJI aussi. Fait que de leur côté, la Russie utilise les aéroscopes de DJI pour localiser les opérateurs sur le terrain en analysant les signaux électroniques des drones. Fait qu'ils peuvent savoir DJI, juste pour votre info, c'est une compagnie qui fait des drones. C'est la plus grosse compagnie qui fait des drones au monde. C'est chinois. Je suis mec qui savait. Fait que l'Ukraine devait trouver un moyen de modifier les firmware des drones pour échapper à ça. J'ai été à la rencontre de ces groupes-là, justement, quand ils modifient les firmware, quand ils vérifient les versions même. Il y a des versions plus anciennes qu'eux autres, ils savent qu'ils peuvent le modifier. DJI a sorti une update. Donc, ils ont dû essayer de trouver un moyen. Il y a un gars en Ukraine qui fait ça, que tu peux envoyer ton drone, puis il va arranger avec le nouveau firmware qui, normalement, est supposé avoir colmaté la faille qui était exploitée pour pouvoir se dissocier des aéroscopes. Donc, si vous voulez aider, il y a un point là aussi pour pouvoir aider. Il y a de la job à faire aussi sur le logiciel, c'est assez intéressant. Peut-être qu'on peut passer l'autre, parce que justement, c'est notre slide qui est un peu plus violente. Là, parce que ce qui a été très diffusé pendant la guerre, c'est plus les vidéos où on voyait des payloads, des grenades, des petites bombes dropper des DJI. Puis ça donnait l'impression que la guerre en Ukraine, c'était juste des petits drones qui se promenaient puis qui allaient lâcher des petites bombes puis qui étaient super efficaces. C'est pas efficace du tout. Le success rate de ce genre de warfare-là, il est pourri. Par contre, c'est du psyop. C'est une guerre psychologique.
Les Russes ne se sentent pas en sécurité quand ils sont sur le front line, of course, mais tu sais jamais quand tu as un drone au-dessus de la tête. On a fait un bon parallèle avec ça. C'était comme l'avion, le GU. Ah oui, le GU-27, V1 ou le tout ça. V2 Non, ça, c'est un missile Mantis. pas le Stuka, Le fameux l'avion, avion de la Deuxième Guerre mondiale qui faisait allemand. un son très Il avait caractéristique. là. artificiellement créé C'est il ça. rajoutait un son de l'avion quand il arrivait en basse altitude C'est pour faire de la guerre psychologique fondamentalement. C'était pas un son que l'avion C'est ça. faisait naturellement. Après avoir été rencontrer les gens des firmware et les modifications logicielles, j'ai été rencontrer ceux qui font les modifications physiques des drones. Ah, ça, c'était l'autre d'avant, c'est pas grave, pas grave. Ça, c'est moi qui fais le cours de drone. Mais bref, j'ai été rencontrer aussi ceux qui modifient physiquement les drones, ils utilisent l'impression 3D. Ils ont plein de petits hacks, plein de petits crafting pour arranger toutes les appendices pour faire les payloads. C'est assez impressionnant. Puis, pour aller au bout de la chose, moi-même, j'ai été me former auprès d'une école de drones en Ukraine qui enseigne aux militaires. Fait que j'étais seule de filles civiles avec plein de gars en uniforme. J'étais, moi, je viens suivre mon cours de drone, il n'y a pas de problème. Le cours est en ukrainien, je comprends assez bien, les slides, ça va. J'ai fait toute la formation. Fait que théoriquement, j'ai tous les certificats pour aller me battre en Ukraine si ça me tente. Je me suis pas rendue là, mais Qu'est-ce que t'attends? je sais bien. Il y a quelqu'un qui veut pas. mais ça, c'est plate, j'ai pas le temps parce que c'était toute une expérience, là, mais c'est le symbole du drone DJI est à peu près aussi important que le symbole de Saint Javelin maintenant. C'est devenu leur signature quasiment. Ils ont créé la doctrine militaire avec les drones civils. Puis justement, bon, parlant des drones civils, puis ça, on s'en va, vous allez voir vers la fin, la réflexion de la fin. Là. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'au début du conflit, la compagnie qui fait les drones, qui s'appelle DJI, là, DJI, qui est une compagnie chinoise c'est elle qui fait 70% des drones dans le monde sont faits par cette compagnie-là, a dit on va pas soutenir les Russes. Là, finalement, pour se rendre compte que, en fait, non, il soutenait les Russes vraiment beaucoup, même qu'il allait envoyer du monde dans les baraques en Russie pour les former au niveau de la gestion des drones pour l'utilisation pour la guerre. Là, éventuellement, la Chine s'est dit, bon, là, tout ça, c'est un peu... on n'est pas tant d'accord avec ça. Fait que là, ils se sont dit, là, les Ukrainiens utilisaient beaucoup de drones, là, la rumeur veut qu'ils perdent 10 000 drones par mois. On va rendre ça difficile pour vous pour faire venir des nouvelles pièces de drones. Puis la Chine, encore une fois, la Chine détient aussi 70% des matières premières au niveau de la production des drones. Fait il n'y a pas beaucoup de pays. Si la Chine décide d'arrêter de t'envoyer des pièces, en ce moment, en tout cas jusqu'à 2 ans, c'était très compliqué pour un pays de s'en sortir. Fait que c'était un gros problème pour l'Ukraine. Donc, ultimement, qu'est-ce que ça signifie? Là, c'est depuis 2-3 ans, il y a un gros sujet là, dans le milieu. Chut. Okay. Cheers, buddy. Merci. Thank you d'être ici. Merci tout le monde. Hein? Gabriel, sur le podcast, on enregistre ce soir à 9h, by the way. 9h? Yes. Ici? 201A. Information pertinente. Si vous voulez entendre la French Connection dire de niaiserie, c'est ce Uh-huh. soir. Je raconte une histoire d'horreur ce soir. Bon, Quoi? La Fright Connection. Cheers au mauvais jeu de mots. Cheers. Hey, cheers. Cheers. Ouais, C'est-tu notre cue pour dire que c'est pas mal fini. Il reste 5 minutes. Ah, il reste 5 minutes? Ah ouais? Ah. OK, on continue-tu, c'est ça que tu me dis? Ben, écoute, On va aller très vite, 5 minutes, les amis. on va le prendre. On va aller très vite. Fait que là, vous comprendrez qu'il y a un enjeu parce qu'on ne sait plus trop comment l'Ukraine, c'est comme, mon Dieu, comment je vais faire pour soutenir mon effort de guerre avec mes drones. Là, évidemment, soudainement, l'Occident a réalisé, mon Dieu, il faut aider ces pauvres gens. Et ils se sont dit, là, il faut qu'on découvre des méthodes pour justement aller chercher des matériaux puis mettre en place une ligne de production de drones pour soutenir ces gens-là dans leur combat. Et on a vu l'année passée, là, c'est en 2022, la première mine canadienne de terres rares, parce qu'en fait, pour faire les processeurs, les chips sur les drones, ça prend des terres rares. Pardon. Donc, la première mine canadienne en terres rares vient d'ouvrir. Les Américains se sont rendus compte, mais mon Dieu, on va aller voir plein de nos pays, des pays alliés, on va créer une chaîne d'approvisionnement en terres rares pour nous soutenir. Les Américains ont commencé à se dire, mais mon Dieu, on en a besoin. Nous autres, on aime bien ça, la guerre. Là, c'est quelque chose que ça fait partie de notre culture, pas mal. Les guerres civiles, les guerres à l'étranger, on capote là-dessus. Fait qu'on va se créer des compagnies spécialisées dans les drones pour pouvoir soutenir l'effort de guerre de l'OTAN puis de l'Ukraine au niveau des drones, parce que la Chine, visiblement, est en train d'abandonner l'Ukraine. Et il y a différentes compagnies qui se sont créées des drones. Les Américains ont décidé de créer un programme, Replicator, qui allait, dans le fond, te sortir des drones à pu finir pour aller soutenir l'Ukraine, dans le but, justement, de compenser pour l'abandon de la Chine au niveau des matières premières puis au niveau de la production des drones. Fait que là, les Américains... Là, ça vient d'arriver, c'est en 2023, mois d'octobre. Fait que là, les Américains, voyant ce problème-là, ils ont mis en place la solution pour que l'Ukraine puisse continuer son combat au niveau
au niveau des drones. Fait que dans le fond, ben, juste pour finir, là, l'aspect d'urgence relié au conflit ukrainien nous oblige à faire des innovations technologiques rapides dans un effort collectif de mobilisation. C'était le but aujourd'hui de la présentation. Là, on s'en rend peut-être pas compte parce que c'est super dramatique s'il arrive. Là, il arrive plein de guerres puis on capote un peu. Mais les innovations rapides, le fait que ça amène des innovations rapides, ça va peut-être, probablement, très fortement bénéficier la société civile à terme. On s'en rend pas compte, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Teflon qu'on utilise là, pour nos pannes, ça a été développé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour que les tanks américains puissent survivre à la rouille. Fait qu'ils avaient développé ce coding-là pour le mettre sur les tanks. Puis on peut cuisiner Puis sur après, le tank. puis après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont rendus compte qu'on peut cuisiner là-dessus. Fait que, il y a plein de choses, technologies qui sont développées rapidement à cause de la guerre, qui vont nous bénéficier à terme. Il est possible que ce dernier... Ça, c'est mon côté optimiste. Là. Elle est plus pessimiste. Moi, je suis optimiste, étonnamment, parce que je suis généralement très désagréable. Il est possible que ce conflit-là soit le dernier grand conflit avant d'atteindre la prochaine étape pour l'humanité. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape, mais j'ose espérer, c'est quelque chose de bon. Et finalement, je vais vous laisser sur une quote de NIFO. C'est l'expansion de NIFO et non négociable. Merci beaucoup. Excellent, parfait. Si jamais vous avez des questions, les conférenciers vont se rendre dans la salle 201B. Fait que gênez-vous pas pour aller les voir. Ce soir, dans la salle CTF, il y a une table de poker, table de blackjack, un bar payant et de la bière gratuite du Corsaire. Donc, soyez là avec nous.
est en ordre, tout est prêt, puis on y va? Hey, merci pour tout. Tu viens d'occuper nous. Merci pour le drink. Ça fait plaisir. Tu un shot tantôt, toi? On va en faire un ensemble. Là, si ça tente de te joindre. Ben ouais, j'aimerais ça. Mais on n'a pas de verre en ce moment, je vais aller chercher après. Plus de verre, je vais aller chercher. Ah, cool, merci. Fait que regarde, j'ai le choix. Je peux te faire une présentation avec l'introduction que je lis là si tu veux. Mais ou sinon, je peux te laisser te présenter. C'est comme tu veux. Oh boy, il y en a gros là-dedans à dire. Je laisse faire ça. Tu peux me laisser me présenter. Ça marche. OK. Fait que, regarde, est prêt? Là? Je suis prêt là. Bon, ben tout le monde, je suis désolé du retard qu'on a eu pour la précédente conférence, mais bon, au moins il en reste juste une aujourd'hui, mais c'est pas parce que c'est la dernière que c'est la moindre. Alors, je vous invite à accueillir chaleureusement Éric M. Gagnon. Merci. OK, là, on m'entend bien. Je pense que tout est correct. Il y a encore du monde qui rentre. J'apprécie énormément que vous êtes là. C'est la dernière conf de la journée. Je sais que c'est quoi un Hackfest. On est brûlés. Là, il arrive proche 6 heures. Le monde a faim. Ils ont soif surtout. Ils ont hâte d'aller à la bière. Je vais commencer ma talk. C'est une talk de 20 minutes. Donc, stressez-vous pas. Ça va bien aller. Mon nom, c'est Éric M. Gagnon. Le M est super important. Là. Il y a beaucoup d'Éric sur la planète. Puis Gagnon, c'est la deuxième grande famille au Québec. Je suis conseiller principal en sécurité chez Desjardins. Je suis Red Teamer pour la merveilleuse équipe Éthique. C'est l'équipe de sécurité offensive. By the way, on engage présentement, puis on est à la recherche d'un Red Teamer avec de l'expérience. Donc, ma plug est faite. J'enseigne aussi le piratage éthique et contre-mesure au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Je suis un papa de 2 enfants. Ils ont coupe sereine. Ouais. Sure, santé. Un peu shake. C'est pas grave, hein? C'est que les 20 premières minutes qui sont stressantes. Après ça, ça va bien. Fait que comme je disais, ma job la plus importante, c'est d'être papa de 2 merveilleux enfants. J'ai fait plusieurs jobs Blue Team, Red Team, des certifications aussi dans les 2 couleurs. Puis, pour perdre du temps, j'aime faire de la musique avec des petits bruits. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon outil que j'ai développé qui s'appelle Rubber Duck Hunt, qui est fait pour détecter du keystroke injection. Fait qu'avant de parler de l'outil, je vais vous parler de qu'est-ce qui est du keystroke injection. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi. Je vais expliquer c'est quoi les outils qui sont utilisés par les attaquants pour faire ces attaques-là. Je vais parler comment les outils actuels, les fournisseurs de produits essaient de nous protéger. Puis ensuite, je vais parler de mon outil, vous faire une démo, puis dire le futur de Rubber Duck Hunt. Donc, le keystroke injection, c'est tout simplement un envoi de séquences clavier préprogrammées à un target. Ça peut être fait de façon physique, mais ça peut être aussi fait à proximité. On peut être à une certaine distance de la cible. Et les attaquants aiment vraiment beaucoup cette attaque-là parce que, premièrement, dans les entreprises, les keyboards sont toujours trustés. Fait que c'est permis pour les utilisateurs de brancher le clavier sans fil, brancher le différents claviers des différents layouts, etc. Mais ils sont toujours trustés. Fait que ça donne un vecteur d'attaque intéressant pour les attaquants. De plus, c'est une attaque qui est faite extrêmement rapidement. Fait que quand un attaquant a une opportunité, il voit un portable ouvert qui est déverrouillé, il peut faire cette attaque-là 30 secondes, puis ça lui a donné un certain contrôle sur le device, il peut désactiver les protections qui sont en place, il peut se créer une backdoor, il peut télécharger et installer son propre malware. L'outil le plus populaire qui a popularisé cette technique-là, c'est cette petite device-là qui ressemble à une clé USB bien banale, mais pour de vrai, c'est un keyboard super puissant. Ils appellent ça le Rubber Ducky. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Ça a été développé par Hak5 en 2010 à peu près. Puis depuis, ça a énormément évolué. Ils ont un système aussi de scripting qui est rendu la norme dans les attaques de keystroke injection. Donc, si vous entendez parler du Ducky scripting, c'est grâce à eux. Puis en gros, le device, quand tu le préprogrammes, tu lui dis quelle séquence de frappe entrer, tu le branches dans un PC,
puis il va se mettre à typer vraiment vite. Les nouveaux Rubber Ducky, en passant, ils ont des différentes fonctionnalités. Tu peux même simuler des... j'ai une mouche qui m'accompagne, c'est vraiment le fun. Tu peux même simuler du mass storage. Donc, tu peux transformer ton Rubber Ducky en clé USB, puis là, dire transfert des fichiers sur ma clé USB, puis ensuite disconnect. Fait que tu peux faire de l'exfiltration de cette façon-là. Il y a même une façon de faire de l'exfiltration avec les LED. Là. Fait que, tu sais, quand tu passes sur Numlock sur ton clavier, ça allume une petite LED. Avec le nouveau Rubber Ducky, tu es capable d'enregistrer ces LED-là et faire de l'exfiltration. Le bad USB, c'est une vulnérabilité, en fait, compte, qui était présente sur certains composants USB. Fait qu'ils ont vu que certaines clés USB, certaines webcams, même des claviers, on pouvait reprogrammer la chip dessus, le microcontrôleur, pour faire simuler, comme si c'était un clavier, faire du keystroke injection, ça devenait l'équivalent d'un Rubber Ducky. Fait que là, il y a une photo, là, c'est vraiment minuscule. C'est un teeny que tu peux préprogrammer, tu as des arsenals qui est cette grosseur-là. Puis, un attaquant, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, il peut aller au magasin, s'acheter un clavier vulnérable, l'amène à la maison, il rentre un payload dessus, puis après ça, il retourne au magasin. Fait que là, la prochaine personne qui achète le produit, il branche ça dans son ordinateur, et pouf, ça fait de la magie. L'autre produit que je vais parler, c'est encore un produit Hack5, c'est un peu dans les nouveautés, c'est le KeyCroc, qui est ça ici. C'est un device qui est originalement pour faire du keylogging, donc ça l'enregistre toutes les frappes qui est typé sur le clavier. En gros, c'est que tu branches un clavier victime, tu le branches dans le PC, puis ça l'enregistre toutes les frappes. Mais en plus de ça, c'est que tu peux le connecter avec le nouveau Cloud C2 de Hack5. Fait qu'en gros, toutes les touches qui sont frappées sont envoyées dans le cloud. Fait que tu n'as pas besoin d'être présent, avoir accès à ton device. Tu peux tout simplement le dropper sur ton engagement puis attendre de voir les keystrokes qui rentrent. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux faire du keystroke injection à distance. Fait que ton device est branché dans l'entreprise, communique sans fil avec ton C2. Puis toi, tu es à distance, tu écoutes le feed rentrer. Quand tu vois que la victime ne travaille pas trop sur son ordinateur, tu peux injecter des commandes. Tu peux aussi envoyer des commandes comme « ouvre KeyPass », puis lorsque KeyPass est ouvert, mets-toi enregistrer les prochaines touches. Donc là, tu viens de capturer essentiellement le mot de passe de leur KeyPass. Le mouse jacking, ça aussi, c'est une vulnérabilité super le fun. Moi, j'utilise une petite antenne qui s'appelle le Crazy Radio. C'est une antenne qui est originalement faite pour contrôler des drones, fait que ça a quand même une bonne portée. Mais en gros, c'est qu'il y a des dongles de souris sans fil qui est encore vendus aujourd'hui sur le marché, que tu peux exploiter. Puis en gros, tu peux connecter ton propre clavier dessus le même dongle de la souris. Fait que là, ça te permet en gros de, encore là, faire du keystroke injection, mais vraiment à distance. Il faut être à proximité. C'est nécessairement dans la même salle. Quand on a beaucoup de personnes avec des claviers, des souris, une CTF à côté, ça pourrait être un bon target. Tu connectes ça sur un Net Hunter, c'est un cellulaire, tu mets ça dans ton backpack avec un payload qui roule en continu, tu te promènes, puis tu reçois des shells gratuits. Je sais pas mon bouton volume. Right. Comment l'industrie aujourd'hui nous protège, comment les millions de dollars investis font pour détecter ou empêcher du keystroke injection? En gros, c'est tout basé sur des systèmes de signature, un peu comme les vieux antivirus. Chacun des devices qui est branché, il y a un Vendor ID et un Product ID qui est associé. Puis originalement, quand tu avais un Rubber Ducky, il y avait un VID et PID vraiment précis que tu pouvais mettre dans le système de protection. Puis dès que c'était branché, ça lève une alerte. Il y a quelqu'un qui investigue. On a potentiellement un Rubber Ducky. Windows nous permet, en gros, de créer un blacklist ou un whitelist de ces VID, PID-là. Blacklist, comme c'est vraiment, tu peux mettre toute la liste des devices connus, mais c'est extrêmement facile à spoofer. Et même les nouveaux devices, ils peuvent
mettre random le VID et PID. Donc, à chaque fois que tu le plugs, c'est de quoi de nouveau. Le mode whitelist est souvent utilisé dans les kiosques. Ceux qui ont fait le challenge de NordSec l'année passée, cet été, il y avait un guichet qu'il fallait hijacker avec du keystroke injection. Il y avait une whitelist dessus de VID, PID. Donc, c'est ça qu'il fallait spoofer, en fait, pour permettre de procéder à l'attaque du guichet. Le whitelist, par contre, il n'est pas parfait encore là, parce que normalement, il faut tailler toute la liste des keyboards de l'entreprise qui veulent permettre d'utiliser. C'est quand même assez ardu à récupérer, mais aussi, ça ne laisse pas de flexibilité à l'utilisateur d'utiliser son propre device. Avant que je rentre dans mon outil, Robert Duck Hunt, je veux parler de deux projets similaires. Je m'ai inspiré somewhat. Il y en a un qui a un nom presque comme le mien, je l'ai vu après, mais bon. Il existe un outil qui s'appelle Duck Hunting, qui a été produit en 2016. Il n'a pas été maintenu à jour depuis, mais c'est un script Python qui fait certaines validations pour du keystroke injection. Google, ils ont aussi un outil qui permet de bloquer ces attaques-là. Par contre, c'est seulement compatible avec Linux. Donc, Robert Duck Hunt, c'est un outil que j'ai développé en C++. En gros, vous avez vu, je suis Red Teamer, mais pour de vrai, j'ai 15 ans de carrière en Blue Team. Quand j'ai joint le Red Team, il a fallu que j'upgrade mes skills de développeur. C'est pas de quoi que j'utilisais constamment. Fait que remettre ça à jour, je m'ai dit, ça me prend un petit projet qui me tient à cœur. J'avais eu cette idée-là il y a 2 ans d'une méthode pour détecter tout ce qui est keystroke injection. En gros, je crée un hook sur un low-level keyboard proc qui me permet d'avoir très rapidement les keystrokes qui sont tapés sur un clavier. Je mets en place plusieurs indicateurs de détection qui, au bout de la ligne, donnent une bonne idée qu'il se passe de quoi de suspect en termes de keystroke injection. Fait que, premièrement, quand tu branches un nouveau device, un rubber ducky, etc., tu as un nouveau clavier qui est connecté, un nouveau HID, Human. Comment? Ouais, Interface Device ou. Plein de mémoire. C'est bon, à cause du ROM. Aussi, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé tous les payloads qui existaient sur Hack5, tout ce que j'ai trouvé sur GitHub. Toutes les payloads de Rubber Ducky. J'ai parlé du Ducky scripting. Je les ai toutes téléchargées. J'ai fait une corrélation des clés qui étaient le plus couramment. J'ai de quoi qui gosse avec mon volume. C'est ça. J'ai fait un script. C'est lui, ça. Non, c'était pas lui. J'ai fait un script, en gros, qui corrèle puis qui calcule tous les mots, les variables, les patterns de key qui sont le plus couramment utilisés, puis j'ai incorporé ça dans des détections. Fait que quand il voit certains mots-clés comme PowerShell, commande, ou qu'il voit des séquences de clés GUI R, la clé Windows R, c'est fait pour lancer un programme, c'est souvent ça qui est utilisé pour initialiser les premières exécutions du keystroke injection. Fait que j'ai basé beaucoup de détection sur ce concept-là. Et ensuite, comme j'ai expliqué, c'est une attaque qui se produit extrêmement rapidement, donc les frappes se produisent terriblement rapidement. J'ai fait, le programme est capable de calculer au millième de seconde l'intervalle entre 2 frappes. Puis j'ai fait certains calculs, la moyenne humaine, si je type à une vitesse assez rapide, je vais faire du 0.12 secondes. Si j'utilise le Rubber Ducky par défaut, il fait une vitesse de 0.006, donc 6 millièmes de seconde. Puis si j'active le mode Jitter, ça veut dire que c'est le simulateur humain du Rubber Ducky, il va alterner un petit peu ses vitesses de frappe. J'obtiens une moyenne de 0.021 secondes. Aussi, si je tiens la clé pesée sur mon clavier, je vais obtenir du 0.033 secondes.
On va le voir en démo tantôt, là, si mon bouton de volume ne vient pas briser toutes mes patentes. J'ai une règle de détection aussi qui est en place que s'il y a 2 détections qui lèvent ou plus, parmi les 4 qui est en place, là, il y a un flag qui est levé. Mais en plus de ça, je génère des journaux Windows qui est récupérable dans le Event Viewer. Fait que les gens qui ont un SIEM en place, qui ont d'autres outils, peuvent corréler chacun de ces détections-là avec d'autres événements. Fait que si vous avez un EDR, puis qu'il y a certains éléments qui est soulevé, vitesse de frappe anormale, puis vous avez aussi un process dans le DR qui est suspect, bien, vous avez potentiellement quelque chose à investiguer. Donc, on va souhaiter que ça va bien. Je fais ça live. J'ai une vidéo de backup si jamais que ça ne marche pas. All right. Fait que là, le logiciel est lancé, il fait un calcul de clavier qui est installé, il met liste. Je me mets à écrire, il va remplir un buffer, puis il va commencer à détecter les vitesses de frappe. Fait que premièrement, il y a la clé qui a été frappée. Il y a le temps entre la dernière frappe et celle que je viens de faire. Puis un average des 32 dernières frappes. Pourquoi 32? En gros, si vous avez des YubiKey, puis vous faites un long press, ça va créer une string de password de 32. Fait qu'en faisant ça, ça l'escape un peu. Les 4 flags, donc le S qui est à 0 présentement, c'est le speed flag. Fait que quand il y a une détection de speed, de vitesse anormale, c'est lui qui lève. Pattern anormal, comme j'expliquais, c'est des clés vraiment précises. GUI R, GUI down, 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 Alt F4. C'est des shortcuts qu'un humain peut utiliser quand même, mais en faisant ça dans un court laps de temps, puis combiné avec d'autres flags, ça devient potentiellement une injection de clavier. Ensuite, j'ai les words, fait que j'ai une word list, comme je disais, de tous les mots qui sont les plus couramment utilisés dans les payloads. Puis ensuite, s'il y a un nouveau clavier de détecter. Fait que je vais faire quelques exemples. Fait que si je me mets à typer quand même assez vite, là, vous ne voyez pas comment je type, là, mais... Oui, je pourrais mettre mon mot de passe, mais ça capture. Ah, ben, je peux peut-être même montrer aussi que c'est pas juste mon notepad. Si j'écris, on peut tasser ça. Si j'écris dans d'autres softwares, ce n'est pas juste dans la fenêtre prompt que ça l'écrit. Save. Si je garde ma clé pesée, ça l'obtient 0.03, 0.33, etc. Ça, si je prends un rubber ducky et je le branche dans le PC, et je ne touche à rien, rien dans mes manches, all right. Ça a l'air d'avoir complété le payload, puis ceux-là qui ne catchent pas, c'est en référence avec Back to the Future. Voyons voir qu'est-ce qui s'est produit dans le software. Donc, premièrement, on obtient un nouveau clavier qui a été détecté. On va mettre un flag à 1. On va détecter un pattern qui est le GUI R. On lève un deuxième flag. Le mot PowerShell qui a été détecté, on lève un troisième flag, et ensuite, on a une vitesse anormale qui est ici, fait que là, j'ai 4 flags. Si je viens voir dans mon Event Viewer, on va faire un petit refresh. Juste simplement Event pour me dire que le Rubber Duck Hunt est lancé. J'ai un événement qui m'indique que j'ai un nouveau clavier qui a été branché. Encore là, on a toutes les heures, les timestamps. J'ai un keystroke pattern qui a été détecté, un keystroke words et un keystroke speed qui est détecté. Donc, qu'est-ce qui est l'avenir de ce produit-là? Parce que présentement, ce n'est pas trop sexy, c'est une POC, c'est pour prouver que ces détections-là fonctionnent. Fait que j'ai besoin de votre aide un peu. S'il y a des développeurs qui tentent de travailler sur un projet qui est vraiment cool, puis je suis un gars cool,
Ça serait vraiment le fun parce que mon expérience à moi, je ne suis pas un pro développeur, il n'y a pas de petits menus sexy, j'ai même pas de ASCII art dans le programme. Fait que ça fait de moi vraiment pas un bon développeur. Avant de rendre ça production ready, un des features qu'il faut mettre en place, c'est le chiffrement des keystrokes en mémoire. Vous avez vu, les keystrokes sont enregistrés pratiquement en clair, le calcul des mots-clés, etc. Donc, théoriquement, si quelqu'un écrit son mot de passe, puis il fait un dump de mémoire, son mot de passe va être en clair en mémoire. Aussi, au niveau des événements Windows, je n'ai pas stocké l'information qui a trié la détection en tant que telle. Fait que le mot-clé PowerShell, ça serait intéressant de le voir aussi dans le Event Viewer pour que des investigateurs qui analysent ces alertes-là puissent utiliser cette méthode-là pour tweaker un peu les alertes, les logiques de détection. Je veux aussi mettre en place des méthodes pour bloquer l'attaque, parce que c'est bien beau les détecter, mais rendu à un certain point, là, j'ai une précision assez que je peux bloquer cette attaque-là. Puis vu que mon hook est fait sur le low-level keyboard proc, je peux aussi intercepter ces clés-là puis lui dire « Hey, fais rien avec cette clé que tu viens de frapper là. » Fait que dès que j'ai assez de flags, je pourrais dire « bloque complètement toutes les entrées de clavier pendant 30 secondes. » Il y a aussi un concept qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il détecte un nouveau clavier, par défaut, Windows le permet. Fait une feature qui serait intéressante d'incorporer dans l'outil, c'est tout simplement un prompt d'autorisation. Ça peut être un mot de passe, etc. Fait qu'en entreprise, ah oui, les keyboards sont permis, tu le branches, il va avoir un UAC prompt ou whatever, que le client peut cliquer OK. Il a accès à son keyboard, mais ça va briser toutes les attaques conventionnelles à rubber ducky, etc. Il va falloir tout ajuster les payloads. Vous pouvez aussi même mettre un mot de passe qui va permettre de débloquer le Add Keyboard feature. Puis éventuellement, j'aimerais que ça soit incorporé dans les outils des EDR, Microsoft, etc. De prendre cette logique-là, ils ne sont pas obligés d'utiliser mon code parce que c'est peut-être pas correct, mais prendre cette knowledge-là, cette logique-là, l'incorporer dans différents outils pour que l'ensemble des produits puissent détecter. Ça va revenir, je pense. C'est live, ça devrait revenir là, mais vous l'avez vu, mon GitHub, il est là. C'est live actuellement, je l'ai activé ce midi. J'avais presque fini, fait que la bière s'en vient. Il est là? All right. Fait que ma dernière slide, c'est vraiment simple. Hein? Y a-t-il des questions, des commentaires, suggestions? Non, c'est vraiment un shortcut qui est super utilisé pour tout le monde, fait que c'est pas recommandé. Par contre, c'est une télémétrie qui est super intéressante quand tu vois que quand c'est combiné avec d'autres événements. Tu as un nouveau clavier qui vient d'être branché, puis tout de suite après, tu as un GUI R, là, ça devient louche. Puis c'est ça, l'outil, lui, il fait des détections, puis il reset au bout de 2 minutes. Fait qu'il faut que tout ça, ça se passe en dedans de 2 minutes. Au fond, là... Oui, c'est pour l'ensemble. Fait que si j'aurais 2 claviers, ça détecte les 2 inputs en même temps. Oui. Oui. C'est 32 clés. Fait qu'il fait 32 touches qui calculent la moyenne des temps elapsés entre chaque clé. Puis quand cette moyenne totale-là est en bas de 0.026, là, il lève l'alerte immédiatement. Il n'attend plus. Parce qu'il y a certains, c'est ça, c'est qu'il y a certains devices comme les YubiKey, qui est un device d'authentification qui permet de rentrer des mots de passe automatiques, puis lui, c'est 32 caractères. C'est la seule raison pourquoi j'ai mis 32. Je pourrais raccourcir si je voudrais. Ça peut affecter, par contre, parce que même si tu mets à écrire vraiment vite, puis tu dis 7 à 2 touches, tu vas avoir des flags qui vont lever pour rien. Tu as besoin de quoi comme, dans le fond, est-ce que tu
c'est un Win API call qui est fait. Tu peux le faire en tant qu'user, mais là, tu pognes juste la session utilisateur. Si tu le fais avec les privilèges système, tu captures tout. Fait que, essentiellement, tu l'installes en tant que service système, puis ça capture tout. Présentement, juste Windows. Oui, c'est déjà assez pour moi. D'autres questions? Oui. Non, j'ai mis au début, là, justement, parce que je ne suis pas un très bon développeur. Les threads, ils venaient à gommer ma machine. Puis vu que les threads de détection n'ont pas besoin d'être en temps réel versus mon calcul de temps, ceux-là, il y a un genre de sleep dedans qui permet de ne pas laguer la machine. Pas d'autres questions? Je vais juste mettre ma dernière slide. Je pensais me faire poser la question de « Ah, est-ce que quelqu'un pourrait utiliser ça comme keylogger? » Oui, essentiellement. N'importe quel outil peut être utilisé à des fins malicieuses. Mais qu'est-ce qui a été le plus drôle dans toute cette expérience-là? Je l'ai testé, ce keylogger-là qui détecte du key injection, contre plusieurs vendeurs de sécurité, puis il n'y en a aucun qui a levé de flag, donc c'est ultimement un bon keylogger aussi. Ton keylogger, il détecte-tu les fautes de frappe? Non, il ne détecte pas les fautes de frappe. All right, ben, je vous remercie beaucoup. Bonne bière, puis bon Hackfest.